et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour une nouvelle séquence de lecture. Nous sommes bien évidemment sur une nouvelle session de stream. Nous sommes sur le livre de Lordon, les affects en politique. Et c'était pas bien la semaine dernière. C'était pas bien. Mais du coup, je présume que ce sera toujours pas bien cette semaine non plus. On est reparti pour la lecture, donc comme d'habitude, je vous le rappelle, quand vous avez éventuellement des questions, des retours, vous n'hésitez pas, le chat est là pour ça, donc faites-vous plaisir, utilisez-le. Ce sera encore nul à chier, il y a des probabilités non négligeables que oui. Je sais même plus à quel moment je me suis arrêté. Je ne sais même plus à quel moment je me suis arrêté dans le texte. Si, c'est bon, je sais où je me suis arrêté. Bon, je pense qu'au vu de la première séquence de lecture qu'on a fait la semaine dernière, que ce sera une playlist YouTube un peu particulière, parce qu'on n'est pas vraiment sur la vulgarisation de sciences humaines et sociales là. Il y a tellement rien, c'est tellement médiocre le contenu, c'est tellement biaisé, basé sur TKT frère, crois en moi, que j'ai pas grand chose à vous dire en fait en termes de travail de vulgarisation. Les concepts sont inexistants. Au mieux, on a des concepts de philosophes morts depuis 4 siècles, ce qui fait quand même un petit peu léger, quoi. Donc c'est vrai que, en termes de création de contenu, de vulgarisation, là, on n'est pas du tout sur la même valeur que sur les autres lectures de sciences humaines et sociales qu'on a fait. Donc bon, j'espère que ça sera quand même intéressant, ceci dit. Et puis on est reparti. Et n'oubliez pas, bien sûr, qu'en haut à droite, de ce côté-là, voilà, vous avez le droit à Brindille qui est en train de taper sa meilleure sieste. Donc c'est une 4K, hein, donc c'est pas une image, hein, c'est la caméra en temps réel. Je peux même mettre ma main devant, regardez. Hop là, coucou, c'est ma main. Voilà. Donc vous pouvez la voir bouger de temps en temps, pelotonner, se mettre sur le dos. Voilà, profitez ça, au moins ça c'est intéressant. J'attends le moment où il va nous parler de la caverne de Platon pour dénoncer les entre-soi de la gauche wokiste. Alors il nous a déjà parlé un peu de la caverne de Platon pour nous dire que lui notamment, et grâce à son travail dans ce livre-là, il va nous permettre de quitter la grotte et de comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne. Techniquement, il me semble qu'il y avait un passage comme ça. Ça me dit quelque chose. Alors je me demande si c'est dans ce livre-là ou si c'est dans un autre. Mais je crois que c'est ce qu'on avait lu la semaine dernière et qu'à un moment donné, j'étais déjà en mode « putain... Mais putain... » Mais bordel. Mais je disais ça pour rire. C'est donc un double mouvement de déclassement-reclassement qu'opère l'ontologie spinoziste des modes finis. Déclassement du mode humain qui, par naturae, a égalité de statut avec les autres. Non mais déjà, tu vois, tu recommences par une phrase et t'as déjà envie de le dérouiller, quoi. N'est pas un empire dans un empire, mais reclassement dans une hiérarchie de la puissance qui, elle, ne cesse pas d'exister et n'est que le corrélat de la diversité d'organisation des corps. Le mode humain peut donc à la fois relever, comme tous les autres modes, de l'ordre commun de la nature et par là être strictement assujetti à l'enchaînement universel des causes et des effets, et cependant jouir des aptitudes spéciales, notamment mentales, qui suivent de sa complexité corporelle. Oh là là, quel enfer. Et bonjour. Ah, vous arrivez pas au bon moment. Bienvenue. Merci énormément pour le raid. Du coup, j'ai un lurk qui me regarde moi-même. Coucou moi-même, je passe à la télé. Wouh. Bienvenue, mettez-vous bien. On est en train de lire du Lordon. Calvin vient aider la forêt avec 129 spectateurs. Alors vous avez passé un bon moment, voilà. Donc là, en plus, vous passez sur YouTube. Sachez-le aussi, parce que là, on est en train de faire une VOD. Donc YouTube vous verra, et c'est le début de la VOD. Je l'ai lancé depuis... Allez, 5 minutes, grand max. Donc vraiment, vous êtes sur le début de la VOD. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien. Comment c'était aujourd'hui? Test de gauche, malware Linux voleur, 70 jours O-Days, Unity. Oh là, vous avez parlé d'Unity. iPhone 12. Merci énormément pour le follow. Merci, bienvenue. Pratique commerciale déloyale et streaming mange-zik. Pas mal. Reprise de la matinale tech. Ok, c'est bien passé. Parce que j'avoue que j'étais en lurk, mais du coup, j'ai pas pu regarder du tout. Voilà, c'était... J'étais moi-même en stream, donc du coup, c'est compliqué. C'est un peu compliqué. En tout cas, bonjour à tous. Merci énormément chez Jalvan. Bienvenue à toi. Tu emmènes une petite fougère qui s'agite dans le vent et ça, c'est beau. Excellente séance pour une fois. Ah bah tant mieux. Cool. Alors ici, on n'est pas sur la même ambiance. Hein. Je vous préviens tout de suite. Hein. On est sur du Lordon.
et c'est pas bien. Voilà, là en gros, on vient de reprendre la lecture, j'ai même pas fini le premier paragraphe. Il nous explique que en fait, l'humain est au-dessus des autres espèces parce que l'humain a le gros cerveau. C'est vraiment ça, hein, je vous tiens à vous le dire. Littéralement, la phrase sur laquelle vous êtes arrivé, c'est « Le mode humain peut donc à la fois relever comme tous les autres modes de l'ordre commun de la nature et par là être strictement assujetti à l'enchaînement universel des causes et des effets. » Bref, t'es un animal, t'es comme les autres créatures, quoi. Et cependant, jouir des aptitudes spéciales, notamment mentales, qui suivent de sa complexité corporelle. Oui, parce que l'humain est au-dessus des autres espèces. L'humain est incroyable et il a une complexité corporelle qui fait qu'il peut penser mentalement très très fort. Et ça, c'est beau. On pourrait se mettre un peu d'ASMR Lordon? Non, 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 ne faisons pas ça. Ne faisons pas ça. En tout cas, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Installez-vous. Donc, on est en pleine lecture de sciences humaines et sociales. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Résu. Voilà, coucou. C'est moi, c'est Résurgence. Vous êtes chez moi, du coup. J'espère que vous vous sentirez bien ici. On est sur une chaîne assez atypique. Je fais beaucoup de choses différentes. Je fais du jeu vidéo. Je fais de la vulgarisation de sciences humaines et sociales. J'utilise complètement et totalement mon chat. Du coup, plutôt de ce côté-là. Voilà. En haut à droite, vous avez le droit à Brindille, qui est en train de taper sa meilleure sieste sur mon lit. Parce que voilà, il faut utiliser ses avantages pour essayer d'avoir de l'argent et de la moula. N'hésitez pas, bien sûr, à faire des subs et à lâcher de l'argent pour Brindille. Hein, quand même, voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On fait du jeu de rôle aussi. On fait de la politique. On fait beaucoup de politique. On fait énormément, beaucoup trop de politique. En fait, ce matin, on vient à peine de commencer la lecture parce qu'on a passé toute la matinée à taper sur Squeezie, Locklear, Jean Massier, la gauche No Cap et je sais plus qui d'autre. On a tapé un peu sur des gens. Tu es une fougère. Voilà. Non mais c'était une bonne matinée. C'était une bonne matinée. On a parlé que de gens bien aujourd'hui, voilà. On a bien bitché mais c'était relaxant. Voilà, on a passé un bon moment. C'était... Voilà. Merci énormément pour les follow. Bienvenue à toi, Coucou. Bienvenue à toi, Yolo Monde. Bienvenue à toi, Raspanda. Bienvenue à toi, Quentin Tamar. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Merci énormément à vous. Vous êtes désormais des petites fougères. Ah oui, le bruit est présent. Hein. On vous entend. On vous entend. Fougère, Raspanda. Brindille ressemble trop à mon titou. Ah ouais? Bah alors ma grande, tu ressembles à d'autres chats? Je vois son oreille qui bouge, mais elle fait genre non, elle bouge pas. Tu es une fougère, Quentin Tamar. Juste d'un petit coup de petite oreille, vous voyez qu'elle sait. Brindille! Je sais que tu m'entends. Brindille. Non, je vois juste l'oreille qui bouge, histoire de... Hein, genre je t'entends humain, mais rien à foutre. Rien à foutre. Je ne bougerai pas. Je peux vous gratouiller son ventre un petit peu. Attendez. Oh bah oui, là par contre, là on bouge. Hein. Oh là là. Ça va? C'est agréable la vie? C'est pas trop déplaisant? Oh oui, hein. Oh oui. Oh là là. La grosse papate poilue. Mais oui, mais elle kiffe sa vie. Ah là, du coup, elle me regarde un petit peu quand même. Tu voulais que je continue à faire des gratouilles, c'est ça? Ça te plaisait bien en fait? Ouais bah non, hein, désolé. Désolé mais pas désolé. Fous-moi la paix, stream et ramène des croquettes. Alors en vrai, je peux faire ça. Ça c'est les croquettes bonbons. Est-ce que vous voyez sa réaction tout de suite? Ça te plaît bien ça, hein? Tu sais ce que c'est, hein? Tu vois tout de suite comme ça se relève en mode... Oh, croquette. C'est ça que tu veux? Regarde, je te la mets là. Tiens, mon grand. Voilà, parfait. Oui, parce qu'il y a un chat aussi qui est juste au-dessus, enfin juste en dessous de moi. En fait, j'ai un pouf qui est sous le bureau. Et en l'occurrence, bah, il y a Monsieur Chat qui est dessus. Bon, pareil, lui, il a très très bien compris ce que c'était. Hein. Ça va, c'était bien. Mais tu l'as fait tomber, ma grande. Regarde là. Tu la vois ou tu la vois pas? Oui, quand même. Quand même. Attendez. Là. Elle est trop chou. Mais oui, elle est trop chou. C'est la plus belle. Enfin, mes chats, de toute façon, c'est les plus beaux. Comme tous les chats, ce sont les plus beaux. Tous les chats sont les plus beaux. Voilà. La tête qui se lève en mode manger. Oui. Ouais, manger, c'est important quand même. Hein. On va pas rater une croquette. Non, il y en a plus. Tu l'as mangé là, par contre. Non, il y en avait qu'une. Non, il y en avait qu'une. Je suis désolé. C'était bon au moins? T'as apprécié? Je prends ça pour un oui. Écoutez, ça se pourlèche les babines.
C'est le moment d'écrire à Cab. Oui, exactement. On peut valider ça aussi. Le watch time de YouTube qui a chuté depuis 5 minutes. Non, pas toujours. Puis voilà, c'est toujours le moment d'écrire à Cab. D'ailleurs, j'ai une petite... faut savoir que... D'ailleurs, j'ai oublié de la mettre tout à l'heure, c'est dommage. Normalement, quand je suis pas devant le PC et qu'il y a le live qui est lancé, parce que par exemple, je suis parti manger, je fais une pause pipi ou quoi, vous avez des petites annonces, une fausse radio. Il y en a une, il faut que je vous la fasse écouter parce que je pense que ça vous plaira bien. Connaissant le public de mon camarade Lex Calvin, normalement, ça devrait vous parler. Faut juste que je retrouve où est-ce que c'est. C'est où? C'est pas le ping. C'est... Bah alors, je le trouve pas. Non, c'est pas les dents. Brique, voilà, c'est celle-là. C'est celle-là, je vous laisse apprécier. Eh, mais que vois-je? Il est 13h12. Prends ta meilleure brique et balance-la sur un flic. Et tchuss! Voilà. En fait, quand je suis en pause, j'ai des annonces comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. L'esprit triomphe du muscle. Heureusement que j'ai les deux. Heureusement que tu as les deux. J'ai des petites fausses annonces de radio qui sont sur un peu tout et n'importe quoi. Et donc j'ai notamment une amie, Nimeria Reel, qui m'a fait cette annonce-là. D'ailleurs, je peux vous faire un petit shoot-out pour notre camarade Nimeria au passage. Et je ferai un petit shoot-out aussi pour notre camarade Alex Calvin, même si en toute logique vous en venez principalement. Donc normalement vous savez déjà le chemin vers Alex Calvin. Mais dans le doute, voilà, sait-on jamais. Pouf. Nimeria, si vous ne connaissez pas, du coup c'est une personne qui fait du stream plutôt chill, plutôt tout pipou. Tout bien, sur des jeux plutôt mignons en général. Elle fait pas mal de Zelda en ce moment, mais elle fait pas que ça en vrai. Là, la dernière fois, elle a fait un stream en duo avec sa sœur sur Unravel 2, qui est un petit jeu où on joue, un jeu de plateforme, où on joue des petits bonhommes de fil, je dirais. C'est très mignon pour le coup, très mignon. N'hésitez pas à aller mettre un petit follow si vous voulez, une petite dose de pipounesse, c'est genre le bon endroit où aller. Et il faut que je fasse une belle présentation pour Lex Calvin, même si vous connaissez normalement plutôt bien Lex Calvin, vu qu'encore une fois, vous êtes probablement tous pour la plupart venus par lui. Lex Calvin, c'est la chaîne de gauche où on se met en colère, on regarde des gens droitos et on leur crie dessus. Est-ce que c'est une bonne présentation? Est-ce que la présentation est validée? Ou pas? Et parfois on parle aussi apparemment de tech, un petit peu. En vrai, c'est pas la première fois que je t'ai entendu parler de tech, mais c'est vrai que je crois pas avoir vu un seul de tes lives de tech. Je réfléchis. Mais je crois que j'en ai jamais eu l'occasion d'en voir un. Parce que moi généralement, comme je stream toute la journée, c'est le soir que je regarde des lives. Et je pense pas t'avoir déjà vu faire un live le soir dessus. Je réfléchis mais je pense pas. Oui, au pire j'aurai le replay, complètement. Lex Calvin, c'est la chaîne où on finit avec un pavé dans son écran à la fin du live. Et du coup ça coûte cher en matériel. Ça dépend, il vaut mieux envoyer le pavé sur les flics du coup. Ouais, c'est uniquement en matinale ou midinale, c'est pour ça. C'est bien ce que je me disais. Parce que ouais, j'ai pas souvenir de t'avoir vu dessus. Pourtant, tu m'as bien aidé pour faire mon PC. Sachez que mon PC actuel a été fait notamment sur les recommandations de notre camarade Lex Calvin. C'est grâce à ses retours que j'ai su qu'il fallait dire au monsieur non, ça tu prends pas, ça tu mets autre chose, etc. Donc je recommande. Le PC est bien. Le PC est très très bien d'ailleurs au passage. Hein. Il est fort utile. Fort utile. Il y a des gens, ils sont venus parmi nous. Et il y a des gens, ils sont venus par Lex. Oh, elle est bien. Et le crédit x20 a bien aidé, ouais. Oui, clairement. Le shootout c'est fait, oui. Normalement, vous avez le petit shootout. Bon, du coup, moi, je vais me remettre à la lecture. Les gens qui sont arrivés, bon courage. On parle de Lordon et c'est médiocre. On est donc sur le livre qui s'appelle Les affects de la politique, écrit par Frédéric Lordon. Il essaie de nous expliquer que, en fait, la seule chose qui permet de comprendre les sociétés à l'heure actuelle, c'est... Non, c'est pas les sciences humaines et sociales, c'est Spinoza, qui est mort depuis 4 siècles, et qui était philosophe. Mais c'est lui et seulement lui qui nous permet de comprendre la société. Voilà.
Vous avez beaucoup de références de grande profondeur, par exemple, des moments où il vous dit en fait la société elle marche comme ça, source TKT frère. Ou alors TKT Spinoza, mais ça revient au même globalement. Voilà, voilà, et vous êtes donc arrivé sur le moment où il nous expliquait que les humains, ils sont au-dessus des autres espèces parce que les humains, ils ont le gros cerveau. Voilà, ils ont le gros cerveau et ça change tout. Parce que, du coup, ils sont pas juste des animaux, ils sont des animaux mais avec des gros cerveaux. Donc, pas du tout spéciste, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Lui et Lordon, voilà, mais est-ce que c'est pas un peu la même chose au fond? Alors malheureusement on a eu des gens, enfin malheureusement pour lui il s'entend, on a eu des gens qui sont issus de philo, qui sont venus sur le chat et qui nous ont expliqué que en fait, concrètement, ils parlent pas très bien de Lordon. Enfin, il parle pas très bien de Spinoza. Apparemment, Lordon a compris Spinoza d'une certaine manière qui n'est pas forcément a priori ce qu'aurait tendance à dire en fait Spinoza. Ce qui est rigolo du coup, ce qui est assez rigolo. Parce que du coup c'est Jean-Michel qui te dit qu'il a raison parce que Jean-Michel là-bas, sauf que Jean-Michel là-bas, en fait il l'a pas compris, et que le Jean-Michel là-bas il est mort depuis 4 siècles. Donc c'est quand même très drôle, hein, Ouais, c'est très inattendu. Non. Non. En fait non. On est reparti. Bon courage les gens. Disons même, ses aptitudes spéciales, loin de le soustraire, comme il se plaît usuellement à le croire, à la causalité déterministe, n'en sont que l'un des effets. L'homme pense, c'est entendu, mais ses idées, comme n'importe quoi d'autre, relèvent de l'ordre de la production des choses, et l'on peut bien dire chose à propos d'idées si, par chose, on entend mode, puisque les idées sont des modes de la tribu pensée. Il n'y a pas d'idée qui n'ait été produite, donc causée par la puissance de pensée d'un esprit uni à un corps affecté. Alors attendez, j'essaie de comprendre ce qu'il me raconte. Qu'est-ce qu'il essaye de dire? Donc ça c'est évidemment un des problèmes de Lordon, c'est qu'il a tendance à faire des phrases beaucoup trop longues, avec beaucoup trop de... comment dire, de mots qui sont pas forcément très clairs en fait. Enfin, il a une capacité à vraiment pas du tout réussir à faire de la vulgarisation. C'est pas un spéciste anti-libertaire primaire le Fredo, hein. Dommage, je l'aime bien d'habitude. Ah, moi j'ai beaucoup de mal, hein. En tout cas bienvenue à toi Zeppo, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai beaucoup de mal avec lui parce que en fait il a une pensée qui est vraiment très comment dire, il pense qu'il a raison de manière systématique et il a un côté très paternaliste dans sa manière de présenter les choses et d'écrire, de développer ses idées. C'est une espèce de bloc, voilà, monolithique. C'est un espèce de bloc qui avance comme un bulldozer et qui te dit j'ai raison, tu as tort. Point. Et si tu as tort, je vais t'expliquer pourquoi. Tu n'as pas compris. En fait, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que tu n'as pas compris. Si tu ne comprends pas ce que je dis, c'est parce que tu n'as pas compris ce que je dis. Voilà, c'est très souvent ce genre de rhétorique. D'ailleurs, tout le début du livre, les 2 premières pages, il nous sort vraiment littéralement. Si vous ne comprenez pas et si vous critiquez le bouquin, c'est qu'en fait, vous n'avez pas compris le bouquin, donc relisez le bouquin. Et c'est quand même assez rigolo parce que cette capacité-là, en général, elle dénote pas vraiment, elle ne démontre pas vraiment un travail, on va dire, très pertinent. Si vous êtes dans un modèle où finalement vous avez forcément raison, rien ne peut vous donner tort, et que même le fait d'avoir quelqu'un qui vous donne tort, en fait, prouve que vous avez raison, c'est pas très valide. Moi, à la base, je suis psychologue social, c'est mon travail de faire de la recherche, à la base. Typiquement, ça, c'est ce qui est tout sauf scientifique, ce qui relève de tout sauf d'une démarche scientifique. Justement, en science, c'est absolument l'inverse qu'on fait. Dans le milieu scientifique, normalement, on essaye de toujours trouver des moyens de remettre en question. Et si on est sur une théorie où on ne peut pas remettre en question, et en fait, elle est pas valide la théorie. Parce qu'il faut pouvoir réussir à potentiellement la remettre en question. Et c'est justement parce que, alors qu'on pourrait la remettre en question... Et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Bonjour Sensei. C'est parce que justement, alors qu'on devrait pouvoir la remettre en question, on n'arrive pas à la mettre en défaut, que du coup, on part du principe que du coup, a priori, c'est une bonne représentation du réel, en tout cas avec l'état actuel des connaissances. Donc quand vous avez cette manière-là d'approcher,
Et merci à toi, Toutostone. Tu es une J'espère que tu vas fougère bien. de Touston. De Toustone. Je sais pas comment prononcer vos pseudos, donc n'hésitez pas évidemment, bien sûr, à me rappeler, à me dire comment est-ce qu'on les prononce pour pas que je fasse d'erreur. Mais du coup, typiquement, quand vous avez ce modèle-là de pensée, de manière de penser, de présenter les choses, où en fait vous ne pouvez pas être remis en question, qu'on ne peut pas mettre en défaut votre théorie, bah, du coup c'est pas une pensée scientifique, c'est pas une recherche scientifique, c'est pas valide d'un point de vue scientifique, ça n'a pas de pertinence. Normalement, encore une fois, la science c'est qu'on on a les mécanismes pour pouvoir la remettre en question, et c'est parce qu'on n'y arrive pas qu'on estime que c'est une bonne représentation, que c'est solide. Parce que sinon, bah en fait c'est facile, je peux toujours dire tout et n'importe quoi, j'ai juste à bien tourner mes phrases et puis voilà quoi. En fait, il nous sort que les idées viennent pas que d'un seul cerveau, il faut bien souvent un cortège d'idées validables pour en former une autre. En gros, rien ne vient de nulle part. Coucou Ultra Cute. Au niveau de ce qu'il dit aussi sur sa manière de présenter les choses, il a aussi une distinction entre le monde physique et l'esprit, la pensée. Ce qui est discutable. Parce que pour lui, notamment, les émotions, etc., c'est le monde physique. C'est une réaction qui existe, qui est. Et à contrario, les idées sont totalement séparées. Le rationnel est totalement séparé. Et déjà, ça, bah, dire que c'est complètement dépassé d'un point de vue des connaissances scientifiques, c'est un euphémisme. Depuis très longtemps, on a montré en sciences humaines et sociales que non, il n'y a pas d'un côté le rationnel et de l'autre côté l'émotionnel. C'est absolument pas pertinent, bien au contraire. La plupart des idées sont bien évidemment mélangées d'émotions. Et vice versa. Et donc en fait on est vraiment sur une vision qui est totalement dépassée en termes de connaissances, qui nous présente comme une connaissance lui valide, actuelle, etc. Mais c'est pas très étonnant puisqu'il part du principe que pour lui la seule chose qui permet de comprendre la société c'est Spinoza, qui encore une fois est un philosophe qui est mort depuis 4 siècles. Il s'en est passé des choses en 4 siècles, et il s'en est passé des recherches en 4 siècles. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu plus que discutable quoi. C'est plus que discutable. Plus que discutable. Mais bon, bref. Et donc pour reprendre là sur ce qu'il est dit, je pense que c'est un peu ce qui était en train d'être dit notamment par Ultra, c'est qu'effectivement en gros ça se construit de tout un cheminement et donc du coup vous n'avez jamais une idée qui arrive là comme ça de nulle part. En fait elle est forcément sous-tendue par tout le reste de ce qui a existé auparavant, ce qui n'est pas déconnant. C'est un livre de quelle année je vais vous dire ça tout de suite. Ça doit pas être si vieux que ça, hein. 2016. Du coup, c'est de 2016, première publication 2016. Donc ça a 10 ans, un peu moins de 10 ans. Et je peux vous confirmer que c'est le genre de connaissance qui a été mise à jour depuis un peu plus que 10 ans, pour le coup. Voilà, ça date un peu, mais du point de vue de la recherche, autant ça peut dater un petit peu, parce que 10 ans ça commence à devenir un peu quand même en sciences humaines et sociales. C'est pas non plus là sur des éléments qui sont révolutionnés au cours des 10 ans. Hein. L'état des connaissances actuelles, qui est quand même beaucoup plus avancé que ce qu'il nous raconte, ça s'est pas fait là ces 10 dernières années. Ça s'est plutôt fait sur les 50 dernières années. Donc on est quand même sur une bonne marge de manœuvre très largement. Et encore là je parle de recherche récente, vraiment récente. Techniquement ça fait même plus que 50 ans. Donc c'est déjà très à la ramasse. Il y a 10 ans c'est déjà très à la ramasse. En fait c'est intéressant éventuellement, et encore je doute beaucoup, mais c'est très intéressant dans des milieux qui veulent jouer avec la pensée, et donc du coup notamment des milieux plutôt universitaires bourgeois. Parce que en vrai en milieu de recherche ça déjà c'est pas ouf. C'est même pas que c'est pas ouf, c'est rien ça c'est pas quelque chose qu'on va utiliser en sciences humaines et sociales, ça sera jamais de près ou de loin une référence, mais jamais, c'est complètement dépassé et ça ne reprend même pas très bien ce dont il parle, donc partant de là, c'est compliqué quoi. Mais bon, bref, je reprends. Il n'y a donc nullement à opposer mise en sens du monde, qui relèverait de la compréhension et causalité phénoménale, qui relèverait de l'explication, dont l'usage serait réservé aux formes d'existence dégradées de ce que nous appelons les choses de la nature, double solécisme intellectuel, puisque d'une part les idées sont donc, elles aussi, des choses, des modes, et que, comme tous les modes, ceux de la pensée comme ceux de l'étendue, elles sont des parties de la nature. Alors la pensée en gros c'est tout ce qui est mental, et l'étendue en gros c'est tout ce qui est dans le monde physique inscrit, pour précision. Elles sont des parties de la nature, laquelle nature d'autre part ne répond pas à la définition égocentrique de l'homme. Tout ce qui est autour de moi n'est pas moi, mais englobe la totalité des étangs, l'homme y compris, avec ses pensées. Comprendre, c'est ce que fait l'homme qui, projetant spontanément sa complexion dans le monde qui l'entoure, le met en sens.
Expliquer, c'est rendre compte de cette activité compréhensive en reconstituant causalement la production des images, des idées, des significations et des jugements, qui ne tombent pas du ciel ou ne naissent pas par auto-origination inconditionnée en l'homme, mais résultent d'un certain exercice de la puissance de pensée de son esprit, dans la disposition d'une complexion singulière et sous la sollicitation d'affections extérieures. Bon. Ouais. Pardon, Résu, continue. Comme je vous ai dit, c'est d'une qualité discutable. Là, bon, déjà, évidemment, comme d'hab, hein, il met beaucoup trop de mots, il fait des phrases beaucoup trop longues qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'en fait, il essaie de faire un travail de vulgarisation. En tout cas, c'est ce qu'il essaye de présenter. Sauf que ça, c'est pas vulgariser. Vulgariser, c'est rendre accessible des éléments, des contextes, des idées particulièrement difficiles à accéder. Sauf que du coup, vous le faites avec des mots simples. Vous le faites en utilisant des moyens de communiquer qui sont plus simples et accessibles aux gens. Là, c'est pas ce qu'il fait. Là, littéralement, c'est pas ce qu'il fait. Donc du coup, on est un peu à côté niveau vulgarisation. C'est dommage. Et au niveau de ce qu'il raconte en tant que tel, en gros, il vous dit que l'humain dépasse la nature, même s'il en fait partie. Bon. Ok. J'avoue que personnellement, c'est pas une vision que j'ai. Voilà. Lordon ne pourra jamais faire de la vulga, je pense. Ah ouais, non, on est très très loin. On est très 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 loin de la vulgarisation. Moi, je vous avoue que, au vu de mes connaissances et au vu de mes croyances personnelles, l'humain n'est absolument pas en dehors de la nature, ni de près ni de loin. Tous nos fonctionnements sont des fonctionnements purement naturels, hein, qu'on soit d'accord. Parce que nous sommes des créatures naturelles, nous ne sommes pas des créations. Et encore que techniquement, même si on partait sur des éléments créés, admettons on créerait une IA, ce serait, je pense, pas si déconnant de ça que de se dire que finalement elle est relativement naturelle dans le sens où elle serait faite notamment par nous, qui sommes évidemment indexés au fait d'être des créatures sentientes, vivantes, évoluant dans des sociétés, etc. Et avec nos biais. On aurait forcément mis nos biais également dans une telle chose. Donc partant de là, même une création qui serait purement artificielle ne serait pas décorrélée, elle ne serait pas en dehors des cadres de création et de biais, d'éléments sous-entendus, on va dire, issus du naturel, même si c'était quelque chose d'artificiel. Donc du coup, son point de vue de dire en gros on est dans la nature mais on la dépasse, on est au-dessus, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens, c'est pas très pertinent. C'est pas très très pertinent, surtout que ça revient encore une fois sur l'idée un peu spéciste, enfin même carrément spéciste, qui nous a mis en avant notamment la page d'avant et aussi depuis le début du livre, que l'humain est au-dessus des autres. L'humain est là parce qu'il est au-dessus des autres, et il est capable de faire tout un tas de trucs parce qu'il est au-dessus des autres, et on est la seule espèce qui a cette capacité là, et en fait les autres créatures, les autres éléments qu'il y a dans, on va dire, dans la nature en général, qui existent dans la création, en fait sont au-dessous de nous. Nous sommes presque assujettis. Il y a aussi cette notion un petit peu d'assujetti. Moi ça me semble toujours très discutable parce qu'on tombe très facilement dans des visions notamment théologiques, ce qui est pas vraiment mon kiff, hein. Je vous avoue que personnellement je suis plutôt athée, je respecte tout à fait les croyances de chacun et chacune, hein. Mais c'est vrai qu'une vision du monde dans laquelle en fait l'humain est censé être au-dessus et il est censé être là pour pouvoir gérer et utiliser comme il l'entend et comme il le veut la nature, etc., c'est souvent très relié à une vision assez théologique, assez biblique. Donc je vous avoue que moi ça me parle pas trop, je vois pas trop le truc quoi, ouais, ça me laisse un peu perplexe. Au mieux on est les pires prédateurs que la planète ait connus et c'est pas nécessairement très positif. Et encore on n'est pas vraiment des prédateurs, en vrai l'humain n'est pas tant que ça un prédateur, hein. Quand vous regardez l'humain en termes de capacité, on va dire, on prédate pas tant que ça. On a des comportements de prédateurs, mais je sais pas si je mettrais l'humain comme un prédateur, voyez-vous. Et bonjour du coup à Zippo, j'espère que tu vas bien, merci. Tu es une fougère. L'humain est un dégradeur, voilà, ça déjà plus, vous voyez. On a une grande capacité à avoir un impact sur notre environnement, et malheureusement on a notamment ces dernières décennies, ces derniers siècles, une grande capacité à dégrader l'environnement
parce qu'on a des sociétés capitalistes, des sociétés productivistes, etc. Mais je pense pas qu'en soi déjà c'est dans notre nature, hein, premier point, parce que tout ce qui est l'appel à la nature humaine, qui est naturellement là pour dégrader, etc. On tombe très facilement dans de l'écofascisme et compagnie, et ça non plus c'est pas trop ma sauce, donc non, on va éviter. Je pense pas qu'il y a la nature humaine qui nous pousse à dégrader la nature, qui nous pousse à utiliser la nature, etc. Par contre, on a malheureusement des rapports de force au sein de nos sociétés et qui sont pas du tout à l'avantage d'un grand nombre, clairement. C'est plutôt très clairement à l'avantage d'un petit nombre. Et ça marche notamment parce que nos sociétés sont capitalistes, entre autres choses, productivistes, entre autres choses. Et de fait, ce sont ces activités-là, cette manière-là d'avoir pensé et d'avoir créé et faire fonctionner nos sociétés qui dégradent l'environnement. Mais pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir avec, pour le coup, une nature. Enfin... Là-dessus, c'est une manière, on va dire... on a quand même une nature égoïste. Bah non, justement, si vous regardez... je vais reprendre encore une fois. Alors ça date un petit peu, il y a 2 ans à peu près. J'avais fait un gros live qui reprenait l'état des connaissances actuelles sur justement les comportements égoïstes, altruistes au sein des espèces, et notamment, principalement au sein de l'espèce humaine. Il se trouve que, de manière très large, il y a une méconnaissance sur la question. On a tendance à présenter l'humain comme étant une espèce qui est par nature égoïste. Or, en fait, les connaissances actuelles scientifiques montrent que c'est l'inverse. Une grande majorité des comportements humains sont des comportements altruistes. Ils sont tous sauf égoïstes. Par contre, nous vivons dans des sociétés qui sont fondées sur des a priori égoïstes, des a priori qui sont notamment dus à des rapports de force. Des gens sont au pouvoir et la grande majorité ne le sont pas. Et de fait, on a défini une vision de nos sociétés qui est, elle, égoïste. Mais l'espèce humaine en tant que telle, au contraire, a plutôt des comportements qui sont prosociaux. Et c'est ça qui est assez phénoménal en fait. C'est de voir que l'espèce humaine a clairement ce qu'on appelle, en tout cas c'est le consensus actuel en sciences humaines et sociales, c'est de dire que l'espèce humaine a en fait un modèle de fonctionnement altruiste, qui est un modèle de fonctionnement qui est pluriel. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, dans ce modèle-là de pensée, je vais poser le livre un instant, dans ce modèle-là de théorie, qui a pris encore une fois globalement le consensus actuel, c'est que nous avons une grande majorité de nos comportements qui sont plutôt définis par différents éléments, et ce qui va définir le fait qu'on fait tel ou tel comportement, c'est en fait le pourcentage d'explication. Et dans une grande majorité des cas, nos comportements sont des comportements altruistes. Par contre, on a une opposition avec les anciennes idées, notamment principalement développées par des philosophes et non pas par des scientifiques, donc déjà ça c'est un premier point, qui datent énormément et notamment qui ont été développées par Machiavel, entre autres choses, qui est ce qu'on appelle la théorie hédoniste et la théorie égoïste. Ce sont les deux modes de fonctionnement, Hobbes aussi effectivement, et en fait dans ces modèles-là de pensée, ces théories-là, et qui sont toujours celles qui sont largement utilisées de manière lambda, c'est-à-dire que la plupart des gens qui ne travaillent pas et qui ne connaissent pas les connaissances scientifiques actuelles prennent ces éléments-là, ces théories-là comme les théories valides, alors qu'encore une fois, scientifiquement ça a été complètement démontré et ça a été mis très clairement comme étant absolument pas valide. Les modèles égoïstes, c'est qu'en fait toutes vos actions, même celles qui sont présentées comme positives, en fait vous le faites parce que ça vous apporte un intérêt, ne serait-ce qu'un intérêt social. Hédoniste, c'est un tout petit peu différent, c'est l'idée que en fait vous faites ça parce que ça vous apporte un intérêt en termes de plaisir, en termes non pas forcément juste d'intérêt économique, etc., mais parce que in fine vous faites vos actions parce que ça vous permet de jouir de votre vie, de jouir d'éléments sympathiques, etc. Or en fait dans ces deux théories on a un problème, ce sont des théories qui sont dites monolithiques, et il est là le souci, c'est que à cette vision là monolithique, ça sous-entend qu'en fait tout doit passer par cette explication-là, sauf que ça fait beaucoup trop, ça fait beaucoup trop d'incohérences. Parce que du coup, dans ce cadre-là, même des gens qui ont des comportements extrêmement altruistes à tout niveau, en fait, il faut essayer de faire tout un retournement de situation pour essayer qu'en fait de se rendre compte que finalement, c'est parce qu'il est hédoniste, en fait, finalement, c'est parce qu'il est égoïste, etc. Ce qui n'est pas pertinent. Le modèle, au contraire, qui est actuellement, on va dire, validé, qui en tout cas est reconnu comme étant une bonne représentation du réel au vu de l'état de nos connaissances actuelles, c'est donc le modèle qui est dit altruiste, qui est un modèle pluriel, et qui sous-entend qu'en fait, on a plusieurs éléments qui vont déterminer d'une action, qui
vont coexister pour tout acte, et qu'en fait ce qui va déterminer si oui ou non c'est un acte altruiste ou un acte égoïste ou je ne sais quoi, c'est juste le fait d'avoir des rapports de force dans ces décisions là qui sont à l'avantage plutôt des rapports des éléments altruistes ou des éléments égoïstes ou autre chose, etc. Et donc dans ce cas là on a beaucoup moins d'incohérences qui se passent, parce qu'en fait on se rend compte que les individus sont des individus pluriels qui vivent avec des paradoxes, notamment les paradoxes qu'il y a au sein de nos sociétés, etc. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus solide scientifiquement, pour le coup. Et merci beaucoup, El Bastardo Loco. J'espère que tu vas bien. Merci énormément pour le follow. C'est un problème philosophique, c'est clair et net, mais je vois pas de solution pour inverser la vapeur, honnêtement, à part la catastrophe, quoi. Ça, c'est encore autre chose. C'est pas vraiment un problème philosophique, parce qu'encore une fois, la philosophie, c'est pas forcément scientifique, loin de là. C'est très joli quand on peut avoir le temps de faire de la philosophie, de se poser des questions. C'est joli sur le principe. Moi, je me base pas du tout sur ces connaissances-là. Moi, je me base sur de la connaissance scientifique qui est établie par des recherches, qui est possiblement à remettre en question, qui évolue énormément aussi, hein, faut pas l'oublier. En fait, on est sur un tout autre niveau. Pour moi, le problème philosophique, ça peut être intéressant, mais c'est intéressant comme deux Jean-Michel qui discutent au coin d'un bar, tranquille, quoi. Moi ça m'intéresse pas ça, parce que le côté philosophique, il y a aussi une question de, comment dire, de croyance, de morale qui peut s'y attacher, de ce qu'on estime être le bien, le mal, etc. Moi c'est pas forcément sur ces points là que je vais trouver ça intéressant. Je pense que, notamment quand on prend les connaissances scientifiques qui sont établies, alors bien sûr elles sont biaisées par nos points de vue, à nous qui produisons les connaissances scientifiques, parce qu'on a des biais évidemment, comme n'importe qui, comme tout le monde, quoi. Donc on va forcément être par exemple moi plutôt de gauche, mais on peut aussi avoir des scientifiques qui sont plutôt de droite et qui vont du coup faire leurs recherches avec ces biais-là, forcément. Mais la recherche scientifique, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'on peut la remettre en question, parce que finalement elle s'en fout de la politique. Elle en a rien à péter de te dire est-ce que ça c'est bien, pas bien. La science n'est pas là pour prescrire ce qu'il faut faire. Or c'est ce qu'on tombe comme problème souvent avec la philosophie. Quand on va sur la philosophie, on a souvent le sous-entendu qu'il faut faire ça comme ça. Et c'est ça où pour moi ça pose problème. Parce que la science n'est pas là pour te dire il faut faire ça ou pas ça. Ça, c'est une croyance qui t'est personnelle en fonction de tes convictions. Et pour moi, typiquement, il faut utiliser notamment nos connaissances en sciences humaines et sociales pour aller vers plus de pro-social, pour essayer d'éviter justement les catastrophes écologiques, pour éviter les oppressions diverses et variées, les oppressions envers les LGBT, les oppressions envers les personnes racisées, etc. Pour moi, il faut utiliser justement ces connaissances pour casser ces systèmes et ce rapport de force qui est éminemment pas à l'avantage d'un grand nombre de personnes qui sont actuellement mises en place, hein, la société capitaliste, misogyne, raciste, etc. Il faut absolument justement essayer de changer ce rapport de force et pour ça utiliser à mon sens les connaissances scientifiques. C'est pour ça d'ailleurs que moi je fais de la vulgarisation en sciences humaines et sociales sur ma chaîne. C'est justement pour donner ces connaissances-là, pour donner des outils aux personnes qui du coup peuvent les utiliser pour faire avancer les choses dans le bon sens. Au niveau de tout ce qui est crise, on va dire écologique, c'est vrai que je vois pas trop de bonnes solutions et de solutions, on va dire, faciles pour inverser la vapeur. Parce que le rapport de force n'est pas à égalité. C'est tout le problème, en fait. C'est vraiment le truc qui fait suer, c'est que souvent on nous fait croire, parce que encore une fois c'est aussi les croyances qu'il y a au sein de nos sociétés, vous avez un petit peu la méritocratie, si tu veux, tu peux, etc. Le fait est que non, c'est faux. Les cartes ne sont pas bien distribuées du tout. On n'est pas du tout des personnes qui ont eu les jokers et compagnie. Au contraire. Et c'est ça le problème, c'est que du coup on se rend compte que même si on est très nombreux et nombreuses et qu'on veut se motiver ensemble et que même si on a accès à toutes ces connaissances et qu'on essaie d'inverser les vapeurs, malheureusement, on n'est pas les personnes qui avons les moyens. On n'est pas les personnes qui ont le pouvoir. On n'a pas le rapport de force qui est à notre avantage, bien au contraire. Et c'est vrai que du coup, avoir un moyen, une solution pour inverser les choses, c'est pas simple, loin de là, très très loin de là, et personnellement j'ai pas de solution. Je vois les choses arriver et je vous avoue que je suis pas très optimiste. On va dire ça comme ça. Je suis pas très très optimiste pour le futur parce que je vois que ça part pas dans le bon sens et que je vois que les personnes qui ont véritablement les moyens de changer les choses en profondeur ne le font pas. Parce que c'est pas à leur avantage, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Justement, la société est pensée, est voulue et à l'avantage des personnes qui justement ont les moyens. Donc en vrai, il n'y a aucune raison de leur part de remettre ça en question, même l'instinct de survie est très léger, hein, on va dire, donc c'est très compliqué quoi. La science au 19e prescrivait que les noirs étaient inférieurs et qu'il était légitime de les éduquer via la colonisation. La science, parce qu'elle a de la légitimité, peut être utilisée comme un outil de légitimation par un pouvoir en mal de légitimité. Tout à fait, exactement. Bonjour à toi Shadok au passage. Ça c'est un truc où encore une fois, pour moi quand on va sur la philosophie, on a un peu cet aspect là justement. On a un peu cet aspect là de pouvoir justifier l'injustifiable parce que on va utiliser des outils
parce que la science n'est que ça, la science n'est qu'un outil, on va l'utiliser pour valider notre vision du monde, notre manière de penser le monde. C'est ce que fait notamment Lordon, et c'est pour ça que là, aujourd'hui, et la semaine dernière, et tous les jeudis, tant qu'on n'aura pas fini le livre, on va un petit peu critiquer Lordon et son livre, parce que Lordon utilise des outils, en l'occurrence des outils philosophiques là, pour essayer de mettre en avant et de légitimer sa vision du monde, sauf qu'elle est hautement discutable, déjà, d'une part, parce qu'elle est oppressive, à plus d'un niveau, et parce que surtout, il la présente avec cette espèce de vernis de science, ce vernis de validité scientifique, de solidité scientifique, etc., alors que ça l'est pas, en fait, parce que la science n'est pas quelque chose de si solide que ça. Moi, en tant que personne qui a fait justement des démarches de recherche, qui a travaillé dans la recherche, en l'occurrence en sciences humaines et sociales, je vais être la première personne à vous le dire. Prenez conscience que la recherche, les sciences, parce qu'on ne dit pas d'ailleurs la science, on dit plutôt les sciences, parce qu'il y a plein de domaines scientifiques qui ont chacun leur spécificité, les sciences ne sont pas quelque chose de solide en tant que tel. Les sciences sont une croyance. C'est juste que c'est une croyance qui se base sur un certain nombre de principes, notamment des principes de remise en question, qui permettent du coup de faire évoluer les choses, qui permettent justement notamment de se rendre compte qu'il y a des biais, notamment dans la science, parce que quand vous vous rendez compte qu'au 19e siècle, effectivement, on estimait que les Noirs étaient véritablement inférieurs, et que c'était validé scientifiquement, vous vous rendez bien compte que s'il n'y avait pas dans les croyances scientifiques, dans la manière de fonctionner des sciences, la capacité de remettre en question les sciences, on en serait toujours là, et ce serait un gros problème. Or, c'est un peu le problème qu'on a avec des domaines comme la philosophie, ou comme ce que fait là notre petit Lordon, c'est qu'il part sur ce principe-là. Il part sur cette vision du monde où finalement, lui, il a raison parce que la science l'a dit. Sa science l'a dit. Bon, sa science qui a 4 siècles de retard et qui finalement n'était pas très scientifique parce que Spinoza n'était pas vraiment sur ces questions-là ce qu'on pourrait appeler un scientifique. C'était un philosophe. Il se faisait des très très belles réflexions et c'était très joli sur le papier, mais on a beaucoup évolué, on a beaucoup plus de connaissances aujourd'hui et beaucoup de choses sont à remettre en question. Mais aujourd'hui, l'état actuel des connaissances qu'on a aujourd'hui, par exemple en sciences humaines et sociales, sera sûrement totalement différent de ce qu'il y aura dans un siècle, 2 siècles, parce qu'on aura de nouveau récupéré d'autres outils, on aura remis en question un certain nombre de choses, on aura tout simplement dépassé, évolué les connaissances actuelles parce qu'elles sont évidemment insuffisantes. Les connaissances actuelles ne sont les connaissances actuelles parce qu'on les a construites par un travail conséquent, par les échanges de différentes travailleuses, de différentes personnes qui travaillent en sciences depuis des siècles et qui se passent le relais, qui s'entraident les uns les autres, qui font évoluer des connaissances au fur et à mesure. Mais l'état actuel n'est que l'état actuel, pas parce que ça y est on a atteint le bout, non, parce que là on a atteint la capacité qu'on avait là aujourd'hui au vu de nos connaissances actuelles d'être là. Mais dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, on sera plus loin. On sera allé voir ailleurs, on aura remis en question beaucoup de choses. Les cultures également vont avoir un impact évidemment extrêmement important. Quand vous avez une certaine culture qui a certains biais, par exemple une société, par hasard, toute ressemblance avec le monde véritable est totalement non voulue. Un monde qui est principalement pensé pour des blancs, principalement pour des mecs, principalement des personnes aisées, principalement des personnes hétéros, vont forcément produire des connaissances scientifiques qui vont avoir ces biais-là aussi. Qui fait qu'ils vont pas voir, par exemple, l'écrasante quantité de personnes qui sont pas justement en train de répondre à ces éléments-là. Par exemple, les personnes qui sont ace, les personnes qui ne sont pas, on va dire, classiques là-dessus. Les personnes qui sont par exemple des meufs, les personnes qui sont par exemple racisées, etc., etc., etc. Et notamment, un des courants qui se développe depuis quand même quelques dizaines d'années, c'est l'intersectionnalité, le fait de se rendre compte que, en fait, quand tu as des systèmes comme ça d'oppression qui peuvent exister, il peut se passer un truc incroyable, c'est que si tu cumules ces oppressions, ça va pas juste faire plus, non, ça va symbiose, ça va faire un gros truc encore pire. Parce que justement, les différentes oppressions vont se répondre les unes les autres et vont du coup augmenter. Et donc l'effet sera d'autant plus puissant. Incroyable, quoi. C'est tout le problème, par exemple, de la recherche actuellement sur l'endométriose. Alors pas que, mais effectivement, l'endométriose est un des gros problèmes. À l'heure actuelle, vous avez même encore aujourd'hui des médecins, quand vous êtes une meuf qui va les voir et qui leur dit voilà, j'ai tel problème, vont vous dire que l'endométriose, ça n'existe pas. C'est dans la tête. Pourtant, si tu vas regarder un minimum au niveau des connaissances scientifiques, on sait que non, c'est pas dans la tête, non, c'est une vraie maladie. Mais le problème, c'est que les médecins, sociologiquement parlant, sont extrêmement connotés, enfin extrêmement placés, et sont globalement, grande majorité, des mecs blancs, cis, valides.
est-ce que vous croyez qu'ils peuvent très facilement accéder à la compréhension de ce que peut vivre, par exemple, une meuf? C'est difficile. Des personnes racisées, c'est difficile. Des personnes pauvres, c'est difficile. Des personnes qui cumulent ces différentes oppressions, c'est très difficile. Et donc forcément, la recherche, pareil aussi. La recherche scientifique, dans un monde qui est comme le nôtre, assez misogyne, entre autres choses, encore une fois, et bah pareil, on a une grosse limitation. La recherche est très limitée. À l'heure actuelle, la recherche qui est faite, par exemple, sur l'endométriose, mais encore une fois, c'est pas la seule, malheureusement, mais sur cette maladie-là, elle est ridicule. Il y a 2 personnes qui se battent en duel qui peuvent faire des recherches là-dessus. Parce que la société s'en fout, parce que les personnes qui sont en train de faire ça comme recherche s'en foutent. Pour la plupart, ils sont sur d'autres questions parce qu'ils ne sont pas concernés, parce qu'ils ont d'autres intérêts, tout simplement. On est toujours en train d'éviter l'ordon. Oui et non. On parlait un peu de l'ordon, puis on a décalé sur d'autres choses. Par contre, je peux me recentrer sur l'ordon grâce à Glitch. Merci la modération. On va reprendre. Comment ça? Non, je quitte ce stream. Non et merde. Non, on a lu 2 paragraphes en fait, techniquement, mais voilà. Je reprends la lecture incroyable de notre camarade, pas camarade, Lordon. Allez, courage. C'était donc bien par provocation qu'on évoquait tout à l'heure faire du bruit avec la bouche au nombre des effets produits par un événement politique. Provocation expressément faite pour scandaliser les amis de la dignité de l'homme qui pensent le sens irréductible à des bruits faits avec la bouche. En quoi ils ont raison et tort. Raison mais trivialement, car le sens ne saurait en effet résider dans les seuls phonèmes. Le sens naît de l'ensemble des liaisons qui se sont constituées entre les bruits du langage. Spinoza nous rappelle que vibration de l'air, les phénomènes sont d'abord des modes de l'étendue. Ça c'est marrant parce que vous voyez par exemple, là encore une fois, il vous parle de Spinoza comme référence, il vous dit « Ah vous avez vu Spinoza il dit ça, hein, donc forcément j'ai raison et tout ça et tout ça ». Vous savez ce que c'est les sciences du langage ou pas? Par exemple, est-ce que vous savez ce que c'est que les linguistes? Par exemple. Non parce qu'en 4 siècles, encore une fois, il s'est passé des choses dans les différents domaines de recherche. Et en l'occurrence, dans les sciences du langage, il s'en est passé des choses. Il s'en est passé beaucoup. Mais, Lordon, il vous dit, Spinoza a dit, donc c'est vrai. Ça me fume. Oh là là, ça me fume. Bref, je continue. Spinoza nous rappelle que, vibration de l'air, les phonèmes sont d'abord des modes de l'étendue, les images des choses, les idées qu'on a formées à l'esprit, liaison établie par le truchement d'affections simultanées et répétitives. De la pensée du mot pomum, un romain tombera aussitôt dans la pensée d'un fruit qui n'a aucune ressemblance avec ce son articulé, ni rien de commun avec lui, sinon que le corps de cet homme a souvent entendu le mot pomum alors qu'il voyait ce fruit, et c'est ainsi que chacun d'une pensée tombera dans une autre, suivant l'ordre que l'habitude a, pour chacun, mis dans son corps entre les images des choses. Éthique 2, 18 Scoli. Raison donc qu'il s'agissait d'écarter que le sens réside dans les seuls bruits de la bouche, mais tort si le sentiment de scandale conduisait à méconnaître la part du corps, réservée sans doute à l'animalité, et par là à reconduire le mystérieux privilège anthropologique par lequel l'homme accepterait de l'ordre commun de la causalité productive, au nom notamment de ces opérations réputées supérieures de mise en sens. Or, la signification au sens icoactif du mot est bien une production. J'ai pas forcément envie de reprendre ce qu'il raconte, c'est la même chose que ce que je vous ai dit avant, hein. Grosso merdo il continue pendant un paragraphe entier pour vous dire eh ben le mot c'est pas juste le mot, ouais très bien, cool. Ok, une idée en amène une autre parce qu'en fait elles sont connectées, etc. Oui bah très bien, c'est ce que t'as déjà dit. Bon là t'as réussi à le dire d'une autre manière et de toujours plus chiante, mais d'accord. Mais t'as pu placer de l'éthique, t'as pu placer du Spinoza, donc je pense que c'est son petit cahier des charges à mon avis. Dans chacun des paragraphes, il doit essayer de placer du Spinoza. Je pense qu'il a un petit truc qu'il doit cocher au fur et à mesure. Je pense. Est-ce que Spinoza il disait du pain au chocolat ou chocolatine? Linguisticae, je connais. Bah, typiquement, Linguisticae, ne serait-ce que lui, quand vous regardez ses vidéos, bah, il se contente pas de dire oui, parce que Spinoza il disait ça. Hein. Non. Si vous prenez Linguisticae, en termes de vulgarisation, c'est quand même déjà beaucoup plus solide parce que bah, il est capable d'utiliser les ressources qui ont été développées depuis à plein de niveaux. À plein de niveaux.
Pourtant, on pourrait dire probablement des choses sur Linguistic AI. Alors après, Linguistic AI, j'ai plus des choses à dire sur son positionnement politique. C'est-à-dire que typiquement, Linguistic AI, je le vois alors surtout sur ses prises de position sur Twitter plus que sur YouTube. C'est un gentil. Voilà, on va dire ça comme ça. Il est d'une naïveté un peu confondante. Il y a plein de moments où il est là en mode bah moi je suis de gauche et je pense ça. Et t'es en mode oui c'est bien. Travaille encore un petit peu la question, vas-y. Avance encore un petit peu. Genre la dernière fois il avait eu un moment où il avait fait un constat. Et t'es là en mode ça fait des plombes. Et on voyait que chez lui dans son cheminement de pensée c'était genre putain je l'avais pas vu avant, je viens de le voir que maintenant. Tu vois que ça le marque, et c'est bien, hein, ça veut dire que les gens avancent un peu dans leur mode de pensée, et qui vont finir peut-être par se radicaliser un jour. Mais c'est vrai que pour des gens comme moi, qui sont quand même plutôt radicaux, bah t'es un peu là en mode, ouais gros, oui, ouais, ok, c'est bien. Mais après son travail, moi j'aime bien les vidéos de Linguistic AI pour le coup, ça me distrait. La vraie question c'est est-ce qu'il est payé par ce Spinoza? Ah bah non, je pense que... Ah Spinoza. Je connais quelqu'un sur YouTube ou sur... non, peut-être sur Twitter qui a un pseudo du genre Splinoza en vrai. Serais-tu un vegan islamo-wokiste? Je pense que je suis très à gauche. Hein. Je pense que je ferais probablement... je devrais, ne serait-ce que par mon existence, si des gens veulent s'approcher de moi, probablement qu'ils devront mettre des perruques roses et des... je suis anarchiste et je voudrais foutre en l'air toute la société capitaliste. Probablement qu'ils devront mettre des perruques roses pour pouvoir m'approcher et des chemises à couleur. Je pense que ce serait le point qu'il faut retenir. Voilà. Je me permets de faire des petites blagues. Ouais, j'ai de l'humour dans la vie, n'est-ce pas? Je rattrape un petit peu le chat. Déjà, Spinoza était néerlandais. Personne ne respecte le néerlandais parce que c'est la version Wish de l'allemand. Donc si ça se trouve, rire. oui. Si ça se trouve, on n'a pas traduit correctement et Lordon se gourre encore plus. Peut-être. Meilleure infiltration des dernières années? Je sais pas si je dirais ça. Je sais pas si je dirais ça parce que bon voilà quoi. Mais c'était pas très bon tout ça. Hein. La droite, l'extrême droite comme d'hab. Je continue. Nous sommes dans un nouveau chapitre. Les affects de la rationalité. Je vais boire un coup. Oh Pépette comme elle est trop belle. Vous le voyez pas là, mais en fait elle a une patte dans le vide. J'ai envie d'attraper sa petite patoune là. Mon Dieu comme t'es belle ma fille. Ah c'est mon bébé chat, je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime. Donc, je disais, nouveau chapitre, les affects de la rationalité. Mais, dira-t-on, pour tenter de maintenir jusqu'au bout l'hétérogénéité des affects aux idées, n'y a-t-il pas une forme spécifique de l'idéation qui, elle, leur échappe? L'idéation rationnelle dont précisément la norme argumentative est sans cesse exposée aux perturbations émotionnelles. Spinoza, philosophe des passions et de la raison, n'est pas le plus mal placé pour envisager le problème. Alors, n'est pas le plus mal pour envisager le problème, c'est-à-dire que Spinoza est mort depuis 4 siècles. Donc du coup, il était peut-être pas le plus mal placé en 1600. On est en putain de 2023. Bordel. Bordel. Que des affects de toutes sortes viennent distordre les discussions et les éloigner de leur idéal de communication rationnelle, la chose est tellement connue de tous qu'il n'y a aucun lieu de s'y appesantir. Mais ça, rien que ça, déjà, c'est débile. Mais ça, déjà, c'est débile. C'est incroyable. Je crois que c'est le pire cadeau que j'ai jamais fait, vraiment. La prochaine fois, je te prendrai des bouquins Petit Ours Brun. Mais non, mais Glitch, il est très bien. Sachez, au cas où vous ne savez pas, en fait, c'est Glitch qui me l'a offert. Pour que je puisse faire de la vulgarisation avec vous en live. Parce qu'en fait, vous avez une petite plateforme qui s'appelle Throne. Hop, je vais vous mettre la commande. Voilà. Sur Throne, en fait, vous pouvez faire des cadeaux. Vous pouvez m'acheter des choses que je vous ai mis dessus. Et ça me permet, du coup, notamment...
principalement de faire du contenu sur Twitch. Donc là, en l'occurrence, il y a des livres dessus, et notamment, il y a un certain nombre de livres de Lordon, parce que Lordon a dit beaucoup de conneries, hein, voilà, on va pas se mentir. Donc, il se trouve que, les affects de la politique, c'est un des livres qui était dessus, et que Glitch m'a offert. Donc, franchement, c'est gentil, parce que, encore une fois, ça me permet de faire du contenu en live, et ça, c'est très très cool, hein. Donc, moi, je te dis vraiment merci. Monté, je lui ai déjà demandé s'il connaissait les œuvres de Pierre Carl et Kergoat, juste pour attirer son attention dessus. Joli. Spinoza est mort en 1677, donc ça fait 346 ans pour être exact. Bah c'est déjà plus intéressant que ce qu'il nous raconte, hein, tu sais. Donc bon. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Oui, donc j'étais un peu trigger par ce qu'il nous racontait, parce que là, il est en train de dire que des affects de toutes sortes viennent distordre les discussions et les éloigner de leur idéal de communication rationnelle. Là, on revient sur une idée qu'il a déjà dit. Alors, on l'avait lu la semaine dernière, par contre. C'était l'idée que vous avez d'un côté les affects, les émotions, et de l'autre côté les cognitions, la rationalité, en gros. Et lui, il sépare les deux. Ce qui est profondément débile, encore une fois. Alors, c'est pas très étonnant quand, comme ta seule référence, c'est Spinoza, qui est mort depuis 4 siècles. Hein, voilà. L'étonnement n'est pas là, clairement. Mais le truc, c'est que c'est complètement dépassé. En fait, les émotions ne sont pas déconnectées, décorrélées des idées, des cognitions, en fait. C'est pas quelque chose qui est séparé. Au contraire, toute personne, vous, moi, n'importe qui, a systématiquement des affects, y compris dans ses idées les plus rationnelles. Ces idées les plus rationnelles sont notamment construites telles qu'elles sont construites parce que les affects que vous avez, ça n'est pas des choses qui sont séparées. Vous n'avez pas d'un côté le rationnel, mon gros cerveau TM qui réfléchit très très bien et qui est capable de faire la part des choses et je ne sais quoi. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune existence concrète, ça. Cette vision-là n'existe pas. Vous avez des travaux qui sont faits. Si par exemple, je vais juste un instant, allez viteuf, je vais aller sur le Cairn. Donc le Cairn, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site qui sert pour la recherche, qui récupère pas mal d'ouvrages en sciences humaines et sociales principalement. Il y a beaucoup de différents domaines dedans. Émotion, rationalité, voilà, je mets en recherche juste ça. Coucou, cookie nécessaire, voilà, bisous. Vous allez avoir par exemple les émotions de la raison qui ont été écrites par Françoise Schenck qui date de 2009 où on va déjà vous parler du fait qu'il y a une cohérence en fait entre justement les émotions d'un côté et les rationalités parce qu'en fait la rationalité se base sur les émotions. Si vous avez un moment de la rationalité c'est sous-entendu des calculs etc. Le truc en fait c'est que cette rationalité, ce calcul que vous faites, est basé sur vos ressentis, sur vos connaissances, qui sont matinées, qui sont complètement reliées à des émotions. Quand vous avez peur, par exemple, la peur, c'est une émotion, mais qui se base sur un calcul, qui se base sur le fait que vous avez déjà eu une situation relativement équivalente à celle que vous êtes en train de vivre là maintenant que vous avez peur. Et parce que ça a été une situation qui a provoqué des choses mauvaises, vous avez développé le réflexe d'avoir l'émotion peur, parce que l'émotion peur est là pour vous dire « attention ». C'est une situation dans laquelle tu as connu du danger. Comme ça, tu es prêt, tu peux réagir. Et vice-versa. Donc en fait, à un moment donné, continuer à avoir cette vision du monde qui est complètement pétée entre d'un côté les émotions et de l'autre côté la rationalité, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Genre vraiment. Là, comment les électeurs font-ils leur choix, par exemple qui a été publié par Sciences Po en 2009, qui reprend des travaux de différentes personnes. On va vous parler de qu'est-ce qui fait que les électeurs font des choix. Ils font des choix qui sont en partie rationnels et en partie avec des affects. En fait, ils font les deux. Incroyable. Vous en avez plein, en fait, des ouvrages, des articles qui travaillent sur ces questions-là. Vous en avez plein, bordel de merde. Ça me fume du coup de voir cette incapacité de la part de gens comme lui là, comme Lordon, qui sont présentés comme des espèces de grands penseurs absolus, etc., d'être aussi mauvais, d'être aussi incompétent dans ses connaissances basiques, quoi. Ça me fait péter un câble. Vraiment, je me dis c'est pas croyable, quoi. Voir qu'ils sont autant mis en avant alors qu'ils sont pas bons. Oh, quel enfer. Bonjour à toi, Olive de Soin, au passage. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Disons que ça irrite les fesses. J'ai complètement raté un message. C'est de la merde, même pas je m'en sers comme PQ. Oui, d'accord, certes. Oui.
Alors c'est vrai que ceci dit, je pense que c'est pas du bon papier hein, pour s'en servir comme PQ. Hein. Je continue après. Je pense que d'autres personnes devraient faire la même histoire que ça traîne dans sa tête un peu plus. J'ai pas le lien ultra. J'ai zioté les cadeaux et je vois Lordon, capitalisme, désir et servitude, Spinoza et je rigole. Mais oui, mais quand je vous dis qu'il est aussi médiocre que ça, c'est pas sans raison. C'est pas sans raison. C'est assez phénoménal, c'est assez phénoménal. D'ailleurs, il faudrait que je remette d'autres ouvrages dedans, un peu plus, des ouvrages de qualité aussi, histoire de changer. Là, j'ai des trucs sympas, hein, je vous jure. Alors, je vais vous faire peur un petit peu, mais vous inquiétez pas, tout va bien se passer. J'ai un livre qui est écrit par un psychanalyste. Voilà, parce que quand on travaille le caca, il faut y aller dans le fond des choses, vous voyez. Voilà, on travaille Lordon, qui est un très très mauvais penseur, de toute évidence, qui vulgarise très très mal, mais on a aussi la possibilité de voir ce que va nous raconter un psychanalyste, donc ça sera pas bien non plus. Parce que du coup ça sera misogyne, etc. Donc voilà, ça va être incroyable. Alors ceci dit, il y a quand même un livre qui a l'air bien. Non, quand même, il y a un livre qui a l'air très bien dans ce que j'ai. Par exemple, nous avons La Société Ingouvernable. Ça a l'air sympatoche, ça. Donc ça, c'est écrit par Grégoire Chamaillou. Ça, pour le coup, je pense que ça peut être vraiment bien. Ça peut être vraiment bien, plutôt quali. Là, j'ai un Lordon devant moi encore. J'ai aussi un Lordon devant moi. Là, j'ai Les Vacances populaires, écrit par Père Perrier, qui devrait être plutôt intéressant aussi, parce que ça, je l'ai déjà lu et c'était pas trop mal, en vrai. C'était plutôt cool. Bon, après, là, il y a le livre L'éloge du conflit, qui est du coup le livre écrit par un psychanalyste, qui a été offert par Glitch, du coup. Voilà. Est-ce que Parasite de Framont vaut le coup? J'en ai aucune idée. J'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas du tout. T'as le droit de mettre l'autre Lordon tout au fond de la pile. Hein. Alors oui, il est tout au fond de la pile. Littéralement, Lordon, le deuxième bouquin de Lordon est tout en bas de la pile. Oui, j'ai fait ça. Je l'avoue, oui. Je me suis dit qu'on n'allait pas faire 2 lectures de Lordon à la suite, quand même. Voilà. De quoi? Je suis coprologue en amatrice le mardi. Plaît-il? Et surtout, on pousse médiatiquement beaucoup les affects pendant les élections. Mais oui, complètement ultra. D'ailleurs, après Piketty, le vote extrême droite, c'est surtout un vote socio-économique. Non. Toujours pas, mais non. Mais enfin, bref, d'accord. Mais encore une fois, c'est des gens qui sont mis en avant alors qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est quand même assez phénoménal. C'est cette capacité à ne juste pas biter de quoi ils parlent, ça me fume. De quoi le message épinglé? J'ai pas vu. On rappelle que pour éviter d'offrir du Lordon par erreur parce que vous avez lu Manger les riches sur la couverture, vous avez toujours le Kofi, le Kiss Kiss. Oui. N'hésitez pas à donner la moula. Merci beaucoup pour le message épinglé. Donc je vous rappelle pour les gens qui ne me connaissent pas éventuellement, moi je fais donc de la création de contenu en live tous les jours, toute la semaine, du lundi au vendredi inclus. Et donc c'est ma seule activité rémunérée. Donc n'hésitez absolument pas à aucun moment de faire des dons si vous le pouvez. C'est extrêmement adorable. N'hésitez pas à juste partager la chaîne, hein, juste donner de la visibilité à la chaîne, faire qu'il y ait plus de gens dessus. C'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Donc n'hésitez absolument pas, ce sera fort bien apprécié. Et bonjour à toi, meilleur désespoir, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Piketty que j'ai connu par la vidéo de Patchwork qui le démonte, bah tu m'étonnes. Hein. Patchwork qui se regarde, c'est plutôt pas mal. J'aime bien Patchwork en vrai, je trouve que son travail est plutôt sympa. Mais Piketty par contre c'est de la merde. Voilà. C'est exactement la réaction que j'attendais en écrivant cette phrase. C'est quoi la phrase que t'avais écrit? C'est toi qui as écrit la phrase sur Piketty, c'est ça? Ben oui, c'est toi qui Mais oui, bien sûr que c'est toi qui as écrit la phrase sur Piketty. Tu me connais si bien, Fred. Ah là là. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Bon, je reprends un petit peu l'écriture. Enfin, l'écriture, non pas du tout. La lecture. Bon, Spinoza, TKT, il sait tout, il comprend tout, patati patata. C'est là. C'est l'idée qu'une communication qui répondrait entièrement à son idéal de rationalité serait vierge de tout affect que Spinoza conteste. Ah, bravo, t'as compris ça au moins. Et d'une contestation maximale a fortiori donc par le cas du sage défini comme l'homme qui vit sous la conduite de la raison.
Est-il passé au-delà de ses affects? Certainement pas. Tout au contraire, il n'a pu rejoindre la raison, puis approfondir son existence dans la raison que pour en avoir éprouvé les affects spécifiques, puisque seuls les affects peuvent déterminer quelqu'un à faire quelque chose, y compris devenir sage, et que la sagesse spinoziste est tout sauf une incompréhensible Pentecôte. Il est vrai que ces affects, joies inaltérables qui naissent d'avoir une grande conscience de soi, et de Dieu et des choses, éthiques, 5, 39, Scoli, sont des affects tout à fait spéciaux, la plus haute satisfaction d'esprit qu'il puisse y avoir, dit Spinoza, éthique, 5, 27, des affects qu'il qualifie d'actifs, car ces affects-là ne sont pas des passions. Alors, je suis un petit peu... Oui et non, voilà, oui et non. Bonjour Apollyon, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Compteur Spinoza, 3, bah là il t'en a mis même 4 techniquement, mais bon bref. Le problème c'est qu'en fait il est en train de dire un truc qui est plutôt vrai. Bah en fait, non, la rationalité n'est pas décorrélée de l'affect. On a des émotions et même quand tu crois que tu es extrêmement rationnel, tu as tes émotions qui sont là. Par contre... Et c'est là où je suis pas vraiment d'accord. Il te dit, ces affects-là sont des affects rationalisés. Ce sont des affects, en fait, qui sont très particuliers. Parce que, bah, en fait, ce sont des affects qui ne sont pas passion. La passion, c'est quand vous vivez très très fort les choses, hein, s'entend. Et je suis pas d'accord. Je suis absolument pas d'accord. Qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Quelle est la validité de la chose? Pourquoi est-ce qu'il y a toujours cette notion, alors même qu'il est en train de te dire, bon bah non, en fait, tu peux jamais être rationnel à 100%, tu auras forcément de l'affect dedans. Pourquoi tu viens dire, bah en fait, par contre, si tu es très rationnel, ce sont des affects très légers, enfin des affects très particuliers, qui sont pas des passions, etc., etc. C'est pas pertinent? C'est pas pertinent? Sur quoi est-ce qu'il base ça? Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer ça? Est-ce que c'est juste de Spinoza? Je vous avoue que c'est quand même léger, quoi. Dire que c'est léger est même un euphémisme. Il y a un autre truc, par contre, qui me fait marrer. Alors ça, c'est dans un autre registre. Ça me fait juste rigoler pour un autre truc. La manière dont il présente les retours de Spinoza, ce qu'a écrit Spinoza à chaque fois, c'est qu'entre parenthèses, il met éthique 5, en lettres romaines, 39, Scoli. Et ça fait un peu le côté, vous savez, la Bible, quand vous citez des passages de la Bible. Visuellement, ça me donne un peu ce genre de rendu. Attendez, regardez, je vais essayer de vous montrer. Focus. Focus, ficus. Non, pas de focus. Non, focus. Il veut pas. Il dit qu'il s'en fout. La caméra s'en fout, tant pis, je n'y arrive pas, je suis désolé. Mais vraiment, ça fait vraiment la même... Quand vous lisez des moments où il y a des références bibliques, je vous jure que c'est écrit de la même manière et ça me fume, quoi, ça me fume. Et bonjour, non Bibi, j'espère que tu vas bien. Je suis pas sûr qu'il base ça sur quoi que ce soit, mais ça ressemble à un bon moyen de protéger ses propres fesses en disant « Non mais pour moi c'est pas pareil, mes affects me déconcentrent pas parce que ce sont pas des passions. » Et salut, ouais complètement. Bonjour à toi du coup, j'espère que tu vas bien. Ça c'est quelque chose qu'on avait comme approche au tout début. Donc la semaine dernière, quand on a lu la semaine dernière, il y avait vraiment un moment où il nous a sorti ça. Il nous a sorti expressément, c'était la deuxième phrase du début du livre, genre vraiment le début, où il te dit, en fait la plupart des gens qui lisent ne sont pas des lecteurs, vous ne savez pas lire. Je vais vous expliquer comment lire. Et t'es là et tu te dis, ok. Et après c'est marrant parce que 2 pages plus loin il dit du coup un truc qui va complètement en contradiction avec ça, mais bon ça c'est encore autre chose. Et vraiment il y a cette approche du moi je suis au-dessus, moi je comprends. Et je vais vous expliquer comment comprendre, parce que vous ne comprenez pas et je vais moi vous montrer comment comprendre parce que je sais. Voilà, littéralement c'est ça quoi. Et c'est vrai que ça ressort beaucoup quand même. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Pour lui il a des affects qui sont des affects pas passionnels, des affects... très spécifiques, des joies inaltérables, etc., etc. Parce que du coup, lui, il est au-dessus, vous comprenez. C'est un penseur, donc il a conscience que quand même si c'est un penseur, ses pensées sont empreintes d'émotions, mais attention, ce sont des émotions avec un E majuscule, alors que nous, la plèbe, on vit avec nos émotions au sens pluriel et sans majuscule, vous voyez, nous on n'a pas ce qu'il faut pour comprendre aussi bien, heureusement qu'il est là pour lui, enfin, que lui il est là pour nous quoi. Je reviens et ça râle, ça a l'air d'être une constante sur cette lecture, oui.
c'est toujours pas très bon. Alors les gueux, on a des émotions sans E majuscule. Bah ouais, c'est un peu ça, hein. Je le prends un peu comme ça, perso. C'est pas très sympa et pas très humble, en effet. Ah non, non, mais c'est phénoménal. Je peux vous relire viteuf la phrase, parce que c'est littéralement la deuxième phrase. C'est... l'expérience enseigne assez la rareté d'un lecteur. C'est que lire les mots, les phrases et en comprendre le sens n'y suffit pas. La qualité qui signe le lecteur est de celle qu'on ne rencontre pas souvent, pour des raisons d'ailleurs qui appellent moins la condamnation morale des insuffisances que l'analyse des mécanismes passionnels d'une grande puissance, car lire c'est sortir de soi. Et voilà, d'emblée, indiquer toute la difficulté. Voilà. Et un peu plus loin, il vous explique que du coup, lui va vous expliquer comment ça marche. Et comme ça, vous pourrez lire. Vous serez des vrais lecteurs. Et encore une fois, 2 phrases plus loin, il va vous redire un autre truc qui est en contradiction parce qu'il va vous dire, mais en fait, finalement, l'intérêt d'un livre, c'est justement de ne pas se mettre à la place de l'auteur, mais d'y mettre nos propres éléments, etc. Et du coup, de les partager les uns les autres. Et que du coup, ça devient super intéressant parce que du coup, on crée plus à partir du livre. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant avec les livres. Donc, en fait, faut pas être un lecteur. Et t'es en mode... Ça ne veut rien dire, Béli, mais d'accord. Enfin, dans le sens, ça veut rien dire parce qu'il se met en contradiction avec ce qu'il a dit au début, quoi. Enfin... Bref. Lire, c'est vivement et activement halluciner devant du bois transformé dont Fred pourra vous expliquer les rouages. Exactement, ouais. On a des émotions physiques, mais pas lui, ça doit être pour ça. Alors lui, il a des émotions, mais elles sont sur un autre niveau. Ouais, elles sont peut-être sur un niveau idéologique, rationnel, etc. Ouais. Non, mais c'est marrant, hein, vraiment, cette capacité à être médiocre dans ce qu'il écrit. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on reprend. Mais à distance de ces sommets, quid des hommes ordinaires, encore pris dans la servitude passionnelle et qui font cependant effort, sinon de raison, au sens de la connaissance du troisième genre, du moins de rationalité dans l'interlocution. Les idées rationnelles n'échappent nullement au lot général des idées tout court. En tant que telles, c'est-à-dire en tant que pur contenu idéal, elles sont impuissantes. S'il nous arrive de suivre momentanément l'enchaînement de quelques idées rationnelles, c'est, comme pour toute chose, que nous y avons été conduits par des affects, et notamment les affects collectifs qui, dans nos sociétés, ont établi la rationalité comme une valeur au pouvoir incertain, fragile, mais qui produit quand même parfois quelques effets, car la valeur est une puissance sociale. La société d'ailleurs développe en son sein des enclaves particulières, des univers spéciaux dont les participants se renforcent par entre-affection dans l'adhésion à la valeur de rationalité et la cultivent de concert autant qu'ils peuvent, imparfaitement, forcément. Les champs scientifiques ou philosophiques par exemple. Est-ce qu'il se rend compte qu'il parle de lui ? Est-ce qu'il se rend compte qu'il est en train de parler de lui-même ou pas, vous croyez ? Attends, il veut nous apprendre à lire via la lecture d'un livre qu'on ne sait pas lire. Oui, en effet. Mais du coup, il a fait tout le premier chapitre sur comment bien comprendre un livre, parce que comme ça, du coup, on pourra comprendre ce qu'il nous raconte. Il est grand seigneur quand même, tu vois, il fait cet effort de nous donner le manuel pour devenir meilleur. Et dans le chapitre 2, c'était rigolo parce que du coup, dans le chapitre 2, il nous disait qu'en fait, il allait mentir, qu'il allait utiliser des exemples qui n'ont absolument rien de réel, mais que c'est pertinent parce que ça permet de faire avancer dans le bon sens, en fait, parce qu'il sait mieux que nous où est-ce qu'on doit aller. Donc en fait, il va nous raconter des cracks, il va utiliser des exemples qui n'ont aucune réalité, mais parce qu'il sait que pour notre propre bien, ça nous permet d'aller là où il faut, idéologiquement parlant. Voilà, ça c'était les 2 premiers chapitres. Ouais. Heureux, je crois qu'on est à un stade où parler au téléphone avec ma mère me tend moins que d'écouter du Lordon. C'est dire le level. Ouais, bah il est pas bon, hein. Il est pas bon, hein. En gros, il s'essaie au développement personnel là. Alors oui, un peu. C'est un peu ce qu'on a dans du développement personnel, viteuf. On peut retrouver des thématiques assez proches. Mais en fait, c'est que c'est pas vraiment du développement personnel, c'est plutôt que le développement personnel et ce qu'il fait s'appuie sur des mécanismes identiques. C'est plutôt ça. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais dans tous les cas, c'est de la merde. Il m'a toujours insupporté Lordon. Bah ouais, hein, en même temps, y a de quoi, hein. Je reprends, j'ai vu le marqueur de fin de VOD, je vais essayer de finir le chapitre. Ouais, on est presque à la fin du chapitre. Des univers à partir desquels la valeur de l'argumentation rationnelle percole, plus ou moins malaisément, dans le reste de la société.
Il reste que ce qui fait reconnaître une argumentation rationnelle, reconnaître, c'est-à-dire s'y plier, et encore et toujours, de l'ordre des affects. Les affects qui peuvent seuls donner force à la forme, par soit trop peu puissante, trop vulnérable à des forces contraires de la rationalité. La politique rejoindra-t-elle son idéal communicationnel de rationalité? Elle n'en resterait pas moins entièrement prise dans la grammaire de la puissance et des affects. Ah oui, depuis tout à l'heure, on est sur le chapitre où il nous parle de la rationalité. Donc du coup, on va s'arrêter là-dessus. Pour toi, petite fougère de YouTube. On vient de faire donc un chapitre de plus, encore une fois, et c'était toujours pas bien. Alors c'est constant, c'est bien. Enfin, c'est bien. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. C'est constant dans le sens où il nous surprend pas. Voilà. Je vous jure que je l'imagine s'écouter en podcast avec son sgeg dans la main, c'est infect. Oui, et maintenant YouTube aussi. Maintenant YouTube aussi aura cette image. Je pense qu'on est effectivement sur le genre d'individu qui aime beaucoup s'entendre. Je pense que on est quand même sur un côté où ils doivent vraiment beaucoup s'aimer quand même. Hein. Parce que c'est beaucoup moi, Spinoza, moi, Spinoza, moi, un peu Spinoza, moi. Donc oui, je pense que quand même, il y a un moment donné où il doit bien... Spino-moi. Oh putain. Spino-moi. Oh, c'est parfait. C'est parfait. Oui, voilà. Il faut peut-être un duel en vacuité avec BHL. Oh. Parle de moi comme un de tes Spinoza. Oh mon dieu, mais quel enfer. Bref, petite fougère de YouTube, on s'arrête là pour cette fois-ci. J'espère que tu as quand même apprécié la VOD. Une lecture qui, encore une fois, en termes de sciences humaines et sociales, est pas super pertinente parce que c'est vide. Il n'y a rien dans son livre. J'ai du mal, en fait, à réussir à pouvoir tout simplement faire de la vulgarisation dessus parce que c'est beaucoup trop médiocre pour que j'ai vraiment du contenu, un minimum... dosé scientifiquement à vous donner, de vulgarisation à vous donner. Enfin, littéralement, c'est juste Frédéric qui nous dit bah moi, mon gros cerveau, il est trop fort. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Je pense qu'on va quand même essayer de le finir. Il y a 190 pages en tout. Là, on est page 35. Je pense qu'on va quand même essayer de le finir. Mais ouais, c'est pas exceptionnel. C'est pas exceptionnel. Bref. Des bisous, petite fougère de YouTube. À très bientôt. Ciao, ciao, ciao.